Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis XIV. Ce nom évoque la grandeur, le palais de Versailles, le roi soleil. Cependant, avant de devenir le plus grand roi du monde, Louis XIV grandit à la cour, où il apprend son métier de roi auprès de sa mère et de son parrain, Mazarin. Les dures épreuves dont il aura subir durant son enfance ne feront que renforcer pour devenir le grand Louis XIV. Pour découvrir la jeunesse de Louis XIV, venez avec moi. 5 ans plus tard, il est marié pour des raisons politiques à Anne d'Autriche, fille du roi d'Espagne Philippe III. Anne d'Autriche et Louis XIII n'ont alors que 14 ans, mais ils ne s'entendent pas vraiment. Leur relation ne s'arrange pas lorsqu'en 1635, Louis XIII et son ministre principal, le cardinal de Richelieu, entrent dans la guerre de 30 ans en s'attaquant à l'Espagne, pays d'origine de la reine Anne d'Autriche. La guerre de 30 ans déchire l'Europe de 1618 à 1648. Il s'agit d'un conflit très complexe qui oppose à l'origine les partisans catholiques de l'empereur du Saint-Empire romain germanique de la dynastie des Habsbourg aux grands princes protestants d'Europe centrale composant le Saint-Empire. Cette guerre implique peu à peu plusieurs pays européens, dont le Danemark et la Suède, et devient une véritable lutte politique entre Louis XIII et les Habsbourg, aussi bien d'Espagne que du Saint-Empire. Le premier enfant de Louis XIII et de Anne d'Autriche va naître pendant ce conflit. Dans l'expression maison d'Autriche, le mot maison désigne l'ensemble des personnes formant une dynastie. La maison d'Autriche, également appelée maison de Habsbourg, est une dynastie catholique très puissante dont les membres règnent sur le Saint-Empire romain germanique, l'archiduché d'Autriche, le royaume d'Espagne, les Pays-Bas, le duché de Milan, le royaume de Naples, de Sicile et les colonies en Amérique, aussi bien au Mexique, en Argentine. Le futur Louis XIV naît le dimanche 5 septembre 1638, vers 11 heures du matin, au château de Saint-Germain-en-Laye. Comme plus personne n'osait croire qu'un tel événement se produirait, cette naissance est considérée comme un véritable miracle et on décide d'appeler le nouveau-né Louis Dieudonné. Aussitôt sorti du ventre de sa mère, Louis est confié à sa gouvernante et placé dans les bras d'une nourrice. On raconte que, né avec 2 dents, il déchire le sein des nourrices qu'il tète goulûment. Les Français qui suivent la vie de la famille royale sont fous de joie lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Ils font tirer des coups de canon, allument des feux d'artifice et organisent de grandes processions. Durant les 2 premières années de sa vie, on isole le futur Louis XIV pour le protéger des maladies. Tout le monde veut le voir en bonne santé, sauf peut-être son oncle, Gaston d'Orléans. En effet, tant que les époux royaux n'ont qu'un seul fils, c'est lui, en tant que frère de Louis XIII, qui hérite du trône si Louis XIV vient à mourir. À l'âge de 9 ans, Louis XIV sera atteint de la petite vérole et fera preuve d'un grand courage pour lutter contre la maladie. À l'âge de 2 ans, le futur Louis XIV voit naître son petit frère, Philippe. Les 2 garçons grandissent ensemble, mais on leur fait bien comprendre que l'un sera roi et l'autre non. Comme le rapporte dans ses mémoires leur valet de chambre, Pierre de la Porte. Louis XIII est très fier de son fils aîné, mais il se montre fort jaloux lorsque ce dernier est trop proche de sa mère, Anne d'Autriche. Louis XIII décide alors de faire baptiser le jeune Louis XIV le 21 avril 1643. Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, sera sa marraine et le cardinal Mazarin son parrain. Sous l'Ancien Régime, le frère cadet du roi est appelé Monsieur. De 1640 à 1660, 2 hommes portent ce titre en même temps. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, et Philippe d'Anjou, frère de Louis XIV. Pour les distinguer, on surnomme le premier le grand monsieur et le second le petit monsieur. À la mort de son père, le 14 mai 1643, Louis XIV est très jeune, âgé de 5 ans. En tant que fils aîné de Louis XIII, il devient officiellement roi de France. Mais il est trop petit pour exercer pleinement les pouvoirs. Sa mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin assurent donc la régence jusqu'à sa majorité. S'il ne prend pas encore de décision seul, il a néanmoins une vie publique chargée. Il doit notamment recevoir les ambassadeurs et tenir le lit de justice. Louis XIV est un enfant roi, mais il n'est pas un enfant gâté.
S'il paraît richement vêtu lors des grandes occasions, son quotidien n'est pas fait que de luxe et de confort. D'après son valet de chambre, il dort dans des draps usés que ses jambes passent à travers. De même, malgré tout l'amour qu'elle lui porte, Anne d'Autriche ne se prive pas de punir son fils si besoin. Un jour, alors que Louis XIV contredit sa mère à propos de la taille d'un ruban, elle rougit de colère. Je vous ferai bien voir que vous n'avez point de pouvoir et que j'en ai un. Il y a trop longtemps que vous n'avez pas été corrigé. Eh oui, Louis XIV a beau être le roi de France, il ne reste pas moins un enfant, que l'on punit lorsqu'il dépasse les bornes. On associe souvent Louis XIV à la ville de Versailles, où il fit construire un somptueux château. Mais n'oublions pas qu'il ne s'y installe qu'en 1682. Avant cela, il vécut avec sa famille dans 3 endroits différents, au château de Saint-Germain-en-Laye, au palais royal et au palais du Louvre. Durant les premières années de sa vie, Louis XIV vit entouré de femmes, gouvernantes, nourrices, femmes de chambre, servantes. Elles s'occupent de lui, surveillent son état de santé, lui lisent des contes pour l'aider à s'endormir. Mais à 7 ans, l'âge de la raison, il est temps pour Louis XIV de passer aux mains des hommes. À présent, ce sont eux qui se chargeront de son éducation. Son parrain, Mazarin, est nommé surintendant au gouvernement et à la conduite du roi. Autrement dit, c'est de lui que dépend l'éducation du futur souverain. Il est assisté du marquis de Villeroy, gouverneur, de l'abbé Ardouin de Préfixe, le précepteur, et d'une équipe de maîtres spécialisés. Giulio Mazarini, né le 14 juillet 1602 à Pecina, en Italie, il commence ses études de droit à Rome, puis les poursuit en Espagne, mais il est plus attiré par les champs de bataille que par les bancs de l'université. Il s'engage donc dans les armées du pape en 1623 et rencontre le cardinal de Richelieu en 1630. 9 ans plus tard, il est invité par Louis XIII à entrer au service du royaume de France. Puis tout s'enchaîne rapidement. Il adopte la nationalité française, est nommé cardinal, puis ministre principal de Louis XIII après la mort de Richelieu. Et lorsque Louis XIII s'éteint, Anne d'Autriche lui délègue quasiment tous les pouvoirs. Louis XIV apprend d'abord à lire et à écrire. Pour lui montrer comment former les lettres, son maître d'écriture lui fait copier. L'hommage est dû au roi, ils font ce qui leur plaît. On lui enseigne également l'histoire, le droit, les mathématiques, le latin, les langues vivantes, le catéchisme, le dessin. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette instruction classique, Louis XIV doit apprendre à se comporter comme un roi. Il reçoit donc des leçons de bonne tenue, de danse, de musique. Il apprend notamment le luth et la guitare. Mazarin, grand collectionneur, lui transmet son goût pour les arts et sa passion pour l'architecture. Il doit aussi s'exercer au jeu de paume, sport très prisé à la cour de France, à l'équitation et au maniement des armes. D'ailleurs, Louis XIV aime beaucoup jouer à la guerre. Il se fait construire de petits forts pour s'entraîner à les attaquer et il suit les batailles en déplaçant sur un plateau des soldats en miniature. Mais pour être roi, il ne suffit pas de connaître ses cours classiques et de savoir danser. C'est là que Mazarin intervient, jouant en quelque sorte le rôle de professeur de politique. Il initie Louis XIV aux affaires de l'État en le faisant assister à des séances du Conseil, en le conviant à des audiences d'ambassadeurs étrangers et en lui montrant des documents importants. Lorsque le précepteur Préfixe rapporte à Mazarin que Louis XIV n'est pas assidu, le cardinal ne s'inquiète guère et lui répond : Ne vous mettez pas en peine, reposez-vous sur moi. Il n'en sera que trop, car quand il vient au conseil, il me fait 100 questions sur la chose dont il s'agit. Le cardinal Mazarin pense que Louis XIV montre des dispositions pour être roi, et il le prépare à le devenir. Cela fait maintenant 13 ans que la France se bat contre les Habsbourg. Sur le plan économique, le pays est épuisé, mais le gouvernement de la Régence a besoin d'argent, et pour cela, il faut prélever encore plus d'impôts. Mazarin projette d'en faire payer à ceux jusque-lors exemptés, à l'image de la noblesse et du clergé. Mesure évidemment très mal reçue. De plus, les nobles supportent mal de voir un Italien et une Espagnole tenir les rênes du pouvoir. Certains rêvent de prendre la place de Mazarin. Les membres du Parlement s'opposent à la décision du cardinal. Ils refusent de payer le nouvel impôt. Certains sont alors arrêtés, ce qui est perçu comme une provocation.
Le Parlement, se plaçant en défenseur des intérêts du peuple, appelle ce dernier à se soulever. En 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans, mais cela passe presque inaperçu tant les problèmes intérieurs s'aggravent. Ce climat d'émeute oblige la famille royale à quitter Paris dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649 pour se réfugier quelque temps au château de Saint-Germain-en-Laye. Cette fuite nocturne est une dure épreuve pour le jeune roi. Lors de la paix de Reuil, signée le 11 mars 1649, les parlementaires et la régence parviennent à trouver un terrain d'entente. Louis XIV et sa famille peuvent regagner Paris. Mais ce répit ne dure pas, car ce sont maintenant les princes, réunis derrière le Grand Condé et Gaston d'Orléans, oncle de Louis XIV, qui manifestent leur mécontentement. Ils veulent accroître leurs privilèges et surtout aimeraient bien se débarrasser de l'encombrant Mazarin. Le Grand Condé, qui s'approche un peu trop près du cardinal et surtout du roi, est emprisonné avec son frère, le prince de Conti, et son beau-frère, le duc de Longueville. Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, s'est illustré par ses succès militaires. Il s'est notamment fait remarquer lors de la bataille de Rocroi qu'il remporte triomphalement contre les invincibles et terribles tertiaux espagnols le 19 mai 1643, alors qu'il n'avait que 22 ans. Pendant la Fronde, Condé se range du côté du roi et aide Mazarin à contenir les émeutes du Parlement. Mais il change ensuite de camp pour devenir l'un des initiateurs de la Fronde des Princes. Durant l'année 1650, le roi, sa mère et Mazarin suivent à travers la France les troupes royales, parties reconquérir les provinces soulevées par les princes et leurs fidèles. Louis XIV découvre alors la dure réalité des combats. Puis la situation s'empire, les princes se liguent avec les parlementaires et Mazarin doit s'exiler hors de France le 6 février 1651. Le 24 septembre, Louis XIV et sa mère quittent Paris. En attendant la fin des émeutes, le prince de Condé, à peine sorti de prison, réunit ses partisans, dont la grande mademoiselle, pour attaquer les troupes royales. Mais le combat épuise les Français et les proches du prince l'abandonnent progressivement. Cette accalmie permet à Louis XIV de devenir majeur et revenir triomphalement à Paris le 21 octobre 1652. Les nobles font acte de soumission devant lui et Mazarin rentre quelques mois plus tard. Le 5 septembre 1651, Louis XIV a 13 ans. Il est donc enfin majeur. Officiellement, cette date marque la fin de la régence et le début de son règne. En réalité, même si cela lui permet d'exiger des princes qu'ils se soumettent, il attendra la mort de Mazarin 10 ans plus tard pour prendre le pouvoir seul. Attention, si le roi est majeur à 13 ans, ses sujets, eux, ne le sont qu'à 25 ans. Louis XIV a 10 ans lorsque la Fronde commence. Il en a 14 lorsqu'elle se termine. Ces 4 années l'ont endurci et ont fait de lui un adulte. Il a été confronté à de virulents opposants, a assisté à des combats et a vécu une dure expérience. Mais cela fait partie de son éducation. Il en saura en tirer de bonnes leçons, notamment à Versailles en muselant la noblesse. Comme on l'a vu, Louis XIV a été élevé pour être roi et a appris à gouverner auprès de Mazarin. Mais les événements de la Fronde est une expérience politique dont il saura tirer les leçons, notamment avec la construction du palais de Versailles, qui deviendra la prison dorée de la noblesse, qui sera soumise à la volonté de Louis XIV et à la rigidité de l'étiquette, moyen de dominer et museler une noblesse agitée et prompt à se révolter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Pour connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.